le panafricanisme ne va jamais, alors absolument jamais, piller les Chines devant l'impérialisme. La vocation du panafricanisme, c'est d'écraser la tête de l'impérialisme et ça va se faire. C'est déjà en train de se faire. Donc, une fois de plus, les gesticulations d'arrière-garde, des petits écervelés réactionnaires qui pensent que le monde est dans leur poche, une fois de plus, me font sourire. Je demande à tous les panafricanistes du monde entier de comprendre qu'on est dans un chantier et que chacun mette la main, d'abord par la tolérance, par la compréhension, qu'on est dans les débuts. Oui. Et qu'il faut plutôt admirer la flexibilité du mouvement panafricaniste, sa capacité à relever les défis, n'est-ce pas, lorsqu'il subit des coups, n'est-ce pas, de nos ennemis. C'est normal. On en donne. Il faut également en recevoir. Il faut en recevoir. Donc ce matin, à votre permission, je commencerai par dire 2 ou 3 choses rapidement. Vous me permettez? Allez-y, c'est votre droit le plus absolu. Mais c'est vous le patron. Voilà. Donc, prochain, vous avez écouté un énergumène français. Il dit qu'il est sénateur. C'est un certain Christian Gambon. Gambon, je ne sais pas si c'est Gambon ou Jambon, je ne sais pas quoi. Alors, il a osé dire ceci. Je pense que le Mali payera très cher le fait de s'être séparé de manière aussi violente des forces françaises qui, pendant 8 ans, ont assuré la souveraineté du pays. Mais je voudrais m'arrêter sur ça. Je sais que vous avez suivi ça. Oui, totalement. Je voudrais m'arrêter là pour interpeller certains Africains qui demandent d'être polis, d'être diplomates, d'être vraiment d'aller mollo. Vous savez, la France a une technique dans ce combat. Et c'est pas sa seule, elle n'est pas la seule. L'Occident a une technique. Sa technique, chaque fois qu'elle a fait un adversaire qui a sa taille, qui a la hauteur des enjeux, elle diabolise l'adversaire. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi? Quand on dit diaboliser, les gens comprennent ça de façon confusionniste. Je veux préciser le contenu du mot diabolisation dans le cadre de la géopolitique. Quand les Occidentaux commencent, diaboliser, ce n'est pas insulter, ce n'est pas vous couvrir de honte comme ils font avec les fake news, machin et consorts. Non, il n'y a plus que ça. Il s'agit de vous transformer en ennemi de leur opinion publique. C'est-à-dire, vous devenez un ennemi pour l'opinion publique, mais vous devenez aussi un prétexte pour continuer à faire tourner la machinerie géopolitique du mal, du mensonge. Vous savez que toute leur superstructure géopolitique diabolique ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas un ennemi en face. S'il n'existe pas, on le crée. On le crée. Dans le cadre du combat panafricaniste, qu'a fait la France? C'était rapidement de lancer un concept d'anti-français. Ce n'est pas à nous qui s'adresse ce concept, il s'adresse aux Français. Mais surtout, ça permet que la machinerie géopolitique française, diabolique, la panoplie militaire, économique, juridique et politique qui constitue, n'est-ce pas, la force de frappe diabolique, n'est-ce pas, qui permet à la France de tenir les pays africains, a besoin d'un ennemi. Alors lorsque nous avons détruit ces fondements juridiques, ces fondements géopolitiques, économiques, sociaux et culturels, en démontrant la face du monde entier que c'est de la criminocratie, et qu'est-ce qu'il fallait faire? Nous transformer par un coup de bâton magique en anti-français. Ça permet d'évacuer les vrais débats et de justifier la guerre contre nous auprès de leur opinion et dans leur propre imaginaire, dans leur propre machine géopolitique pour que ça tourne. Donc vous voyez donc que dans ça, il n'y a pas de diplomatie possible. Je dis ça pour que les naïfs comprennent. On ne fait pas la diplomatie. La diplomatie se fait entre 2 diplomates. Il n'y a pas possible une diplomatie entre un esclave et celui qui s'est érigé comme étant le maître des esclaves. Comment la diplomatie est possible? Cet esclave veut être poli, c'est son problème. Mais c'est une malédiction pour lui. Ça ne sert à rien. Ton statut, c'est que tu es un esclave. Sois poli, sois gentil, sois fâché, ça change quoi c'est son statut. Donc il faut comprendre les enjeux et s'équiper mentalement, moralement, intellectuellement, à tout point de vue, pour affronter l'ennemi et le terrasser. Nous ne voulons pas savoir ce que les Français pensent de nous, ça ne nous intéresse pas. Ce que l'État français pense de nous ne nous intéresse pas. Ce qui est important, c'est de savoir si les armes que nous utilisons marchent. Et ça marche. Ça marche. Donc, quand vous écoutez un énergumène comme ça, qui parle comme ça à un État, il dit, il faut répéter ça,
que le Mali va payer très cher le fait de s'être séparé de manière aussi violente des forces françaises, qui pendant 8 ans ont assuré la souveraineté du pays. Alors on répond quoi, monsieur, comme ça? On lui fait la diplomatie. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, ce matin, on est là pour dire, il verra, il va avaler sa langue. Nous allons voir comment le Mali va tomber. S'il pense que le Mali va tomber parce qu'il y a les traîtres maliens, parce que l'Union africaine va trahir le Mali, parce que la CEDEAO va trahir le Mali, parce qu'il y a des chefs d'État qui sont à leur botte, vont jouer le jeu, parce que certaines sociétés civiles, la Chine Bembe et consorts, des autorités morales qui roulent pour la France, vont tourner le dos au Mali. Que c'est ça qui fera tomber le Mali? Alors moi je ris parce qu'ils n'ont rien compris. Ça se joue pas à ce niveau. Ça se joue à un autre niveau où c'est nous qui incarnons ça. Et ce matin, moi je veux dire à l'énergumène qu'on appelle monsieur Christian Cambon. Oui. Ok, c'est un défi. Nous verrons donc comment le Mali va tomber. Nous verrons comment le Mali va payer cher. C'est la France qui va payer ça très cher. C'est l'Europe qui va payer ça très cher. Très très cher. Et d'ailleurs, ouais, les Européens, ils font semblant, ils jouent. Parce qu'ils disent que non, il n'est pas question qu'ils abandonnent le Mali. Il n'est pas question qu'ils rompent les accords, qu'ils rompent les relations avec le Mali. Mais voilà ce qu'un énergumène, en bon français, lui il vient dire, ce sont des menaces, vous allez payer cher. On verra mon chien gauche, comment le Mali va payer cher le fait d'avoir rompu les relations militaires avec la France. Restons justement dans le même sujet, président Banakalib, cette fois-ci avec les sanctions de la CEDEAO. On parle également de Faure Gnassingbé qui devient le médiateur. Est-ce que Faure Gnassingbé est un médiateur crédible pour parler justement au nom de la CEDEAO et surtout mettre ensemble le Mali et cette organisation ouest-africaine? À première vue, si on se fie au fait que c'est l'État malien qui a demandé sa médiation, je dis bien à première vue, en apparence, selon les formes, si le Mali estime qu'il peut jouer ce rôle, il a une certaine crédibilité. Puisque c'est le Mali que nous soutenons qui fait la démarche. Et nous avons confiance aux autorités maliennes dans l'analyse des situations, qu'ils sont les premiers à vivre. Maintenant, je dis en apparence, quand on remonte plus loin, dès le début des sanctions, il faut le dire, le président, M. Faure Gnassingbé, s'est rendu au Mali au moins 2 fois. Les gens ne le savent pas, en secret, il était au Mali. Pour dire que dès le début, dès le déclenchement des sanctions, le Togo a eu une position, c'est-à-dire il a toujours eu une position qui se démarquait de celle des autres États de la CEDEAO. Je restaure la vérité simplement. Exact. Voilà. Donc je rétablis la vérité. On n'est pas dans l'émotion ici. Donc, M. Faure Gnassingbé s'est démarqué. Je vous dis, il a fait une visite, je crois qu'il a allé au Togo 2 fois. Il a allé au Mali 2 fois dans ce cadre-là. Eh bien, qu'est-ce qu'il était allé faire au Mali? Posez-vous la question. Il est allé au Mali faire quoi? Il est allé certainement au Mali déjà préparer ce qu'on vit là. Il est allé au Mali préparer ce qu'on est en train de voir là. Je voudrais vous rappeler que si vos souvenirs sont encore, comment on dit ça, vivaces. Et je sais que vos souvenirs sont très frais et très vivaces. Je suis bien placé pour le savoir. Le Mali avait déjà mis en place des mécanismes de dialogue. C'est-à-dire que le Mali a mis en place, a anticipé et a mis en place un ensemble de mécanismes qu'on avait confié au ministre des Relations étrangères, je crois aussi 2 ou 3, avec 2 autres collègues. Ils avaient mis un package de mécanismes pour faciliter le dialogue au cas où ça aurait lieu. Bon, tout ça, c'est pas au hasard. Quand vous mettez ensemble la démarche du Togo et son président dès le déclenchement des sanctions, vous mettez ensemble le fait que le Mali avait déjà mis en place des dispositions pour anticiper sur un dialogue qui serait inévitable. Et maintenant que vous voyez que le ministre des Affaires étrangères malien s'est rendu au Togo pour demander officiellement à M. Faure Gnassingbé de prendre en charge la médiation, il n'y a pas un hasard. Ce n'est pas un truc, ce n'est pas spontané. C'est un processus qui a commencé il y a très longtemps et qui est en train d'aboutir. Maintenant, il fallait y mettre les formes. Les formes, c'est quoi? La forme, c'est que l'État malien vient demander officiellement. Ça, c'est la forme. Pour que Faure ait cette légitimité, c'est un peu le gain qu'il peut avoir. Que bon, on est venu me chercher, ça le grandit, ça lui donne de l'autorité en tant que médiateur. Alors, mais là-dedans, quand j'ai dit ça, c'est pour expliquer pourquoi il n'y a pas d'analyse légère à cette affaire. Parce que quand il y a un conflit, moi, a priori, quand il y a un conflit, je suis toujours pour la négociation. Quand vous êtes dans une bataille et que l'ennemi veut négocier, ne refusez jamais. Parce que quand un ennemi dit qu'il négocie, ça veut dire qu'il n'est plus fort que ça.
Alors l'erreur serait de ne pas négocier. Sauf si vous êtes sûr que vous êtes suffisamment fort pour l'écraser totalement. Mais la sagesse nous enseigne quand même en guerre, il ne faut jamais écraser totalement l'ennemi. Il faut lui laisser toujours une porte de sortie. Ça, c'est la sagesse qui enseigne ça. Alors, là, je suis dans une analyse politologique profonde pour dire aux gens que, dans le contexte là, au regard de ce que je viens de vous dire, le médiateur est crédible parce que, il n'est pas rejeté par le Mali. Et jusqu'à présent, vous n'avez entendu aucune voix discordante au niveau de ce qu'on appelle chef d'État de la CEDEAO pour dire que nous rejetons cette proposition. Oui. Donc, il y a une évolution. Le Mali a tenu bon parce que les sanctions visaient à détruire le Mali, à le renverser. En tête de file des sanctions visant à assassiner le Mali, vous avez le chef terroriste de la Côte d'Ivoire, qui est l'ennemi du Mali. Il n'a même pas caché. Mais tout ce qu'il a essayé a échoué. Le Mali a tenu bon. Il ne faut pas faire la fine bouche. Les sanctions pèsent sur le Mali aussi. Ça pèse. Les populations ressentent ça. Quand vous parlez avec les Maliens, moi j'ai des amis au Mali, la population ressent. La population a dit, par patriotisme, nous sommes derrière notre État. Donc, et de l'autre côté, la CEDEAO, sans les sanctions, ça pèse. Le Sénégal paye très cher cette affaire. Même la Côte d'Ivoire du vantard économiste paye le port d'Abidjan paye cette affaire. Et il y a eu un déplacement des flux, non seulement des flux de marchandises, des flux financiers, qui ont profité à ces États-là, à se déplacer vers un nouveau corridor, où le Mali, où la Mauritanie est au centre, où la Guinée-Conakry est au centre. Vous voyez un peu, il y a ce déplacement-là, et les hommes d'affaires du Sénégal n'en peuvent plus. Des Sénégalais ont marché à pied pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ça, donc ça pèse. Donc je pense qu'il y a un rapport de force qui s'est constitué et qui oblige les uns les autres à devenir raisonnables pour dire que non, négocions. Mettons la France à côté. Nous suivons plus les injonctions de la France, qui pour elle, il faut étrangler le Mali pour la punir, même si c'est notre patron, mais les rapports de force fait qu'à cet allure-là, on ne s'en sortira pas. Il y a un autre argument plus géopolitique, dans la géopolitique sous-régionale, le Burkina et la Guinée-Conakry. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce que, à la fin, ces trois États se donnent la main. Il faut faire attention. Parce que les trois États se donnent la main, c'est fini pour la CEDEAO, vous vous rendez compte. Il y a une nouvelle donne géopolitique qui va échapper complètement aux Occidentaux dans la sous-région. Donc il faut régler le cas malien pour désamorcer une entente de raison qui peut se créer, n'est-ce pas, pour ces trois États. Donc voilà tous les éléments qui militent pour que, n'est-ce pas, enfin, la CEDEAO, parce que des deux côtés, on décide de dialoguer. Au regard de tout ça, on peut dire que la crédibilité étant ici la capacité à parler aux deux parties. C'est ça que ça veut dire. Faure n'est pas crédible parce qu'il est un panafricaniste, ou bien il a une grande vision pour l'Afrique. C'est pas de ça qu'il s'agit. Hein. Pas du tout. On parle d'un conflit, on parle d'une situation qui doit trouver une issue. Les panafricanistes sont aussi des politiques. Hein. Oui. Les panafricanistes ne sont pas des personnes qui peuvent assumer des responsabilités politiques. On n'est pas seulement là pour crier sur le plateau, pour déclencher des combats dont nous-mêmes, on n'apporte pas de réponse politique, n'est-ce pas? Pour lesquels nous-mêmes, on n'apporte pas de réponse politique. Nous devons être radical, mais en même temps saisir toutes les opportunités que le combat nous offre pour avancer. Est-ce que dans le cas d'espèce, monsieur Paul Yarema peut faire avancer les choses? Les Maliens nous disent que oui, on peut lui faire confiance, ils sont là le voir pour ça. Ça nous suffit. Jusqu'à preuve de contraire, pour bon nombre d'Africains, et surtout du côté de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO ne sert absolument à rien. Et quelque part, la CEDEAO, on va le dire comme ça, est une tête de proue pour assassiner le président en exercice du côté du Mali. Mais c'est ce que c'est-à-dire, il faut le dire clair. On a vu, d'abord l'histoire l'enseigne, il n'y a pas de débat, c'est une tradition géopolitique française, occidentale, assassiner les dirigeants, pas français seulement, l'Occident. L'Occident, toute l'histoire de l'Occident, c'est aussi l'assassinat des dirigeants qui dérange. C'est-à-dire, quand on n'arrive pas à vous asphyxier économiquement et politiquement, l'ultime solution de l'Occident, c'est d'assassiner. L'assassinat du président, c'est une signature, hein. C'est une signature géopolitique, pour donner la leçon à tous ceux qui vont oser s'élever contre eux. L'assassinat est une signature décisive, une signature décisive. Ça se fait avec du sang. Donc l'assassinat va dissuader tous ceux qui peuvent chercher à imiter les modèles qui ont été assassinés. Donc dans l'assassinat, il y a au moins un triple projet. Tuer l'idée que celui qui a assassiné portait. Dissuader tous ceux qui veulent le prendre comme modèle, d'essayer de le prendre comme modèle. Démontrer que l'Occident est indépassable. Et que donc, il faut accepter
Il faut se soumettre simplement à l'Occident. Il faut accepter de se soumettre et transformer la soumission en une servitude heureuse. Je suis heureux d'être un esclave. Je suis heureux d'être un sous-homme. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, quand on transfère ce schéma d'analyse dans le contexte malien, mais Assimi Goïta a toutes les qualités de celui qu'on doit tuer. Toutes ces qualités sont revenues. Il a déjà échappé à au moins un ou deux tentatives d'assassinat, oui, publiquement. Donc, il est l'agnotype du sacrifice dans la pure tradition géopolitique des Occidentaux. La CEDEAO, c'est clair. Ouattara l'a dit, Ouattara l'a montré, il a dit, il n'a pas caché. Oui. Il a agi dans ce sens. Parce que le Mali, ça lui donne des cauchemars. Ça lui donne des cauchemars. Des cauchemars. Et d'ailleurs, permettez-moi de dire que même sur le plan géomilitaire, les évolutions dans la sous-région sont très inquiétantes. Parce que M. Ouattara a anticipé très bien sur le fait que Assimi Goïta n'est pas tombé. Pour s'américaniser, ajouter en plus des bases militaires françaises qui y a en Côte d'Ivoire, des bases militaires américaines. Oui. Ben, de l'autre côté, cette présidence-là, on le sait, va amener les Maliens à densifier, n'est-ce pas, la diversification de leur partenariat militaire. Vous voyez, donc il va avoir ce qu'on appelle une cristallisation géomilitaire de la sous-région par la présence de forces militaires diverses. Ça sert qui? On va aller même plus loin. Vous croyez que ça arrange la France? Ça arrange pas la France. Quand Antonio Guterres vient dire ce qu'il a raconté au Niger, là, ce petit voyou-là, dit ce qu'il a dit au Niger. Écoutez bien, il dit la communauté internationale, il ne parle pas de la France. Alors, ce qui veut dire, quand vous voyez la tête du secrétaire général de l'ONU quelque part parler ainsi, les Américains sont derrière. Ce qui peut signifier qu'il y a un déclassement clair de la gendarmerie française. Tu es incompétent, vous êtes des feignants, vous n'arrivez pas à assurer votre travail, on vous met de côté. Nous, maintenant, on se met nous-mêmes devant. Il faut rappeler que les Américains ont une base militaire au Niger depuis très longtemps, l'unité 201, depuis très longtemps. Donc le fait de se mettre en avant à travers la figure de ce voyou qu'on appelle secrétaire général de l'ONU montre que les données, la situation est en train de se cristalliser dans la sous-région. Les partenariats traditionnels qui étaient pro-occidentales ou bien pro-françaises de manière excessive sont sérieusement menacés, sont dans l'inquiétude. Ça peut justifier, je ne dis pas que c'est sûr, c'est aussi des éléments à mettre dans le panier qui amènent, n'est-ce pas, à ce que les gens... Le Mali à négocier? Non, pas le Mali. Parce que le Mali peut dire qu'il veut négocier, on refuse, on est fort. Oui. Si il faut que le Mali, on dit tu veux négocier, tu ne négocies pas. Plie-toi simplement. Mais si le Mali dit qu'il veut négocier, c'est qu'elle a toujours dit depuis longtemps. Il a toujours dit ça depuis le début de la crise. Le Mali est constant dans cette position. Si en face, on accepte de négocier en envoyant fort également, ça veut dire qu'on sent que ça, il faut faire ça. Vaut mieux faire ça, parce qu'à force de continuer à faire le dur, on peut tout perdre. Jusqu'à preuve de contraire, il y a quand même des alertes qui viennent de partout et qui nous viennent justement du Mali, où il faut demander à Assimi Goïta, aujourd'hui président du Mali, de faire très attention parce que sa mort, son assassinat est acté. Parce que pour la France, et sans oublier l'Occident, jusqu'à preuve de contraire, le fait qu'il dure à la tête du Mali crée des problèmes justement à l'Occident. Il y a deux sorties qu'il faut analyser sérieusement. Le voyou de l'ONU est venu dire que remettez le pouvoir aux civils. Bon. En Birmanie, vous l'avez entendu dire un mot? Du tout. Si on prend seulement le cas de la Birmanie, il n'a pas dit un mot. Pourquoi, selon vous, il vient de dire ça là maintenant? Les choses sont claires. Je vous ai dit que les évolutions dans la sous-région de Burkina, Guinée-Conakry, ces évolutions sont bien analysées. Il y a également le Niger qui a pris l'initiative d'avoir une coopération militaire avec la Russie. Après avoir, il y a un mois, demandé condamner la Russie en Ukraine. Non, ça traduit le rapport de force interne au Niger. On sait très bien aujourd'hui qu'une bonne partie de l'armée ne veut pas entendre parler de Barkhane au Niger. La population aussi. Donc, pour moi, je le dis, ce régime de Bazoum va tomber. Il doit tomber pour l'intérêt de l'Afrique. Bazoum, c'est un ennemi, c'est-à-dire qu'il doit être traité comme tel pour les Africains. Pour nous, les panafricanistes, les vrais panafricanistes, ce régime doit tomber. Ingos, il tombera. Donc, ces atermoiements, un jour il condamne la Russie et un jour après il envoie une délégation, ça traduit le fait qu'à l'intérieur, il sait qu'il est sur un terrain très glissant. Oui. Il le sait. Sa population ne veut pas entendre parler de ce qu'il est en train de faire. Une bonne partie de l'armée ne veut pas entendre parler de ce qu'on va faire. On est dans un régime qui veut s'ivoiriser, c'est-à-dire avoir une armée espagnole totalement s'ivoirisée, bien sûr. Ça veut dire qu'avoir une armée qui ne vient pas du pays, une armée totalement, une auberge espagnole, une armée espagnole, fout tout, mais dominée par les Occidentaux. Parce que les vrais patrons de l'armée ivoirienne, ce sont les états-majors français.
et occidentaux. Donc c'est de cela qu'il s'agit. C'est ce qu'on veut faire au Niger. Le voyou de l'ONU a carrément dit qu'il faut que la communauté internationale arme le Niger. Donc, voilà un pays qui va avoir une armée internationale ou internationalisée. C'est un précédent. C'est un précédent. Ça, c'est nouveau, ça. C'est quelque chose de... Ouattara fait sans l'assumer. C'est encore ça soit assumé ouvertement par l'ONU. Mais le précédent ivoirien ayant marché, le concept est retrouvé aujourd'hui par le voyou qui se fait appeler secrétaire général de l'ONU, violant totalement la charte de l'ONU, et violant complètement toute la charte de l'ONU dont il est le représentant. Je vais le démontrer dans certaines émissions, la violation de ça. Il a complètement violé ça. Si vous faites une émission que sur ça, je vous démontre comment il a violé la charte des Nations Unies en s'exprimant ici. Vous comprenez? Mais tout ça, ça montre quoi? Ça montre les inquiétudes. Les gens sont dans la panique. Oui. Le terrain est très glissant pour eux. Et quand c'est comme ça, on doit tuer celui qui est en face. Donc Assimi Goïta est sérieusement en danger de mort. Il le sait lui-même. Il le sait, il est en danger de mort. C'est-à-dire la moindre occasion. Ils appellent ça un mot. La stratégie de le maître du roi. Dans leur code ésotérique, géopolitique, c'est ce qu'ils appellent ça le maître du roi. Parce qu'en décapitant une dynamique, on tue cette dynamique. Ils l'ont appliqué à l'UPC, ils l'appliquent partout, ils l'ont appliqué dans beaucoup de pays qui consistaient à tuer le roi en Roumanie, partout, en Russie. Ils décapitent le maître du roi. C'est un maître rituel qui permet, n'est-ce pas, aux impérialistes, n'est-ce pas, dans leur figure la plus élevée, vous savez, dans leur figure talmudiste, dans le sens où ils sont inhumains. Ils sont inhumains, ils ont fait sécession avec l'humanité depuis très longtemps. Donc quand ils arrivent à ce point suprême, ils opèrent dans le meurtre rituel consistant à décapiter, à tuer le roi. Et ainsi, quand on tue le roi, le pays se déséquilibre, le pays est complètement disloqué et ils le prennent en main. Et ils le transforment en son contraire. C'est de cela qu'il s'agit. C'est le projet qu'ils ont pour le Mali. Si on tue Assimi Goïta, c'est fini. Les brebis vont se disperser, le berger étant mort, les brebis vont se disperser, ils reprendront le Mali, n'est-ce pas, pour faire du Mali quelque chose qui est le contraire du noble destin de ce pays-là. Mais ça ne marchera pas, ils voient bien que c'est compliqué, c'est dur. C'est-à-dire, la contradiction fondamentale qu'il y a aujourd'hui dans la CEDEAO, dans l'espace CEDEAO, c'est le Mali. C'est le Mali, c'est-à-dire comment on va faire. Parce que, et moi je vous donne des éléments, vous avez la dernière sortie du ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, est clair. Nous avons dit, je l'ai ici, je l'ai noté, mon cher, permettez-moi que je vous le lise. Il a dit, non, je ne peux pas noter, mais je peux le dire, il a dit que nous avons mis en garde, nous serons impitoyables envers quiconque va essayer de déstabiliser le Mali. Les choses sont claires. Bon, on aurait entendu, nous, les panafricanistes, ce qu'on souhaiterait, c'est que c'est les présidents africains qui parlent comme ça. C'est ce qu'on appelle force vive, qui parle comme ça. Mais c'est la Russie qui parle comme ça. Bon, on va faire un drame, on est en géopolitique, peut-être les silences de certains présidents, ils sont silencieux, mais ils agissent en coulisses. Nous sommes encouragés dans cette pensée par la configuration des votes à l'ONU. Donc, peut-être c'est le porte-parole des silencieux. Je dis bien peut-être, mais il a été clair. Nous serons impitoyables envers quiconque va essayer de déstabiliser le Mali. Alors, donc les gars ont garçon en face et ils le savent. Je voudrais ajouter au-delà de tout ça, ce qu'on a dit, l'enjeu est clair. L'enjeu du conflit ukrainien est clair. Que les Africains, c'est être naïfs. Le cœur du conflit ukrainien, c'est l'Afrique. Je vous donne un autre élément. C'est Sergei Lavrov qui nous dit, notamment toujours que M. Le Drian et Joseph Borrell m'ont dit directement en septembre 2021, il dit m'ont dit, puisqu'il les cite, hein, oui, en septembre 2021, que la Russie n'avait rien à faire en Afrique, ni par les moyens étatiques, ni par les moyens privés. L'Afrique est une zone d'intérêt de l'Union européenne et de la France. Est-ce que les Africains comprennent? Est-ce que les Africains amoureux de l'Occident, plus occidentaux que l'Occident, est-ce qu'ils comprennent? Ce n'est pas à eux de comprendre. Il y a longtemps que nous, ce qui me concerne, moi, Banakani, je ne compte pas sur ces gens d'Africains. Je rêve pas. Il y a pas le temps à perdre. Nous nous adressons aux Africains conscients, ou ceux qui sont en voie de l'être. Donc, écoutez ce que dit le ministre des Affaires étrangères russe. Il vous rend compte de ce que M. Joseph Borrell, chef de la diplomatie européenne, M. Le Drian, criminel,
criminel en chef en Afrique, lui ont dit clair que vous n'avez rien à faire en Afrique, c'est notre chasse gardée. Alors, vous comprenez ce qui se passe en Ukraine. Analysez sérieusement la démarche de la diplomatie française et de son président. Il vous dit, ces derniers temps-ci, la France fait semblant. Il dit, nous, ça ligne pas de la guerre des blocs. Nous, on ne suit pas Washington dans le conflit ukrainien. Ils sont d'accord, ils disent, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Macron le répète, il a encore dit l'autre jour, dans sa sortie à l'Union européenne. Mais ça veut dire quoi? Il ne faut pas être naïf. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est dans un rapport de force où les Américains font leur business, mais nous, on dit, ok, nous, on n'est pas avec les Américains. Pourquoi toi, la Russie discute? Nous, on te dit que viens, on discute. Si tu ne parles pas avec nous, nous, on va saluer aux Américains pour t'étrangler. Si tu ne peux pas être étranglé, parle avec nous. Et qu'est-ce qu'on va discuter? Nous, on t'a dit ça. Viens, on s'entend sur les Africains. Par exemple, entendons-nous couper la tête des panafricanistes. Oui. Ouais. Entendons-nous, liquidons les résistances et on se partage l'affaire là. Tu gagnes, je gagne. Mais pourquoi que les Africains demeurent des esclaves? C'est ça qu'il s'agit. C'est ça le conflit ukrainien. C'est de cela qu'il s'agit. Les Africains doivent le comprendre. Alors quand nous on sait que ça, on a anticipé longtemps, n'est-ce pas, en prenant en charge le développement géopolitique dans le monde, c'est parce qu'on avait vu ça. La France a toujours fonctionné comme ça. Voilà ce qu'ils disent, M. Chengos. Ce sont des affamés. L'Europe est pauvre. Ça parce que quelqu'un dit qu'il est si riche qu'il est riche. Ah, parce que si un chef mafieux, un capot du tout titre, toi qui connais bien ce mot-là, oui. Al Capone, Al Capone disait je suis riche, non? Et il n'était pas riche, mais comment il s'enrichissait? En pillant, en tuant, en massacrant la mafia. À l'époque, à Chicago, on sait comment ça fonctionnait. Aux États-Unis. Les Corléone étaient bien très bien. Mais ils n'étaient pas riches. Alors, on est riche. Alors, l'Europe, c'est un continent pauvre. Je dis, ils sont pauvres. Parce que regardez, imaginez qu'on pille notre continent comme on pille l'Afrique. Il n'y aurait que des squelettes en Afrique. Malgré le pillage, voyez comment les Africains respirent la vie. Voyez comment les Africains sont beaux. Voyez comment les Africains sont épanouis. Ils sont toujours en train de rire. Ce fameux rire multimillénaire, ce fameux rire même ontologique, qui est le caractère fondamental même d'un Africain. Le sourire devant la vie, le rire. Ça vient du soleil dans une certaine mesure, le rire. Mais malgré tout le coup qu'on a reçu, malgré le pillage, vous voyez comment nous sommes? Ils nous envient. Ils ont tellement pillé qu'on est toujours heureux. Ils ont sorti la chérie lourde, les pandémies. Il faut maintenant nous tuer en masse avec les pandémies et les vaccins de merde. Vraiment de merde. Vous voyez donc, des choses comme ça. Donc, ce sont des pauvres. Le Drian et Joseph Borrell disent quoi à la Russie? Mais on ne peut pas vivre sans l'Afrique. Toi, Poutine, vous êtes un pays, Dieu vous a béni. Vous êtes tous trop riches. Vous êtes un pays trop riche. Vous êtes grand. Vous êtes trop riche. Nous, on n'a rien. Mais comment tu me peux comprendre que laisse-nous, on mange les gens là. Nous, on n'a rien. Toi, tu as tout. Hein? Laisse-nous. Ils sont pauvres. L'Europe, l'Occident, ce sont des pauvres. Ce sont des misérables. Cher Jocelyn, c'est un misérable qui va voler chez l'autre, qui va arracher à l'autre ce qu'il... On arrache ce qu'on n'a pas. Justement. Si on a quelque chose, pourquoi est-ce qu'on va aller prendre ça chez quelqu'un? L'Occident n'a rien. Ils n'ont pas de matière première. Ils n'ont pas d'homme. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas de vie. Ils arrachent ça aux Africains. Et depuis qu'ils arrachent, ils sont pas fatigués. Ils ont toujours faim. Ils ont toujours soif. C'est une malédiction. C'est une malédiction qu'on peut pas expliquer. C'est une malédiction même métaphysique. C'est une malédiction. Ils sont maudits. Parce que depuis qu'ils pillent, ils ne sont pas rassasiés. Ils sont toujours en train de piller. Ils sont toujours en train de bouffer, de manger. Et nous, on est debout. Démographie jeune, l'espoir de la vie, l'espérance du futur. Quand tu vois les masses démographiques africaines, cette jeunesse, qui rêve l'avenir, d'espérance, là où ils n'ont plus d'espérance. Là non plus. Des gens qui marient les hommes et les femmes, qui vont avec les animaux, qui LGBT, machin, n'ont pas d'avenir, n'ont plus d'avenir. On peut maquiller ça en progrès sociétaux. Pour reprendre les mots du jupitérien, le minable jupitérien, reprendre ces mots, ça trompe qui? Je vous ai dit ici que quand le soir tombe à la Maison Blanche, Joe Biden est triste. Quand il fait soir en Occident, et qu'ils sont devant le miroir, tout ce qu'ils ont fait dans l'histoire pour arriver où ils sont, c'est triste. Vous savez pourquoi c'est triste? Vous savez pourquoi c'est triste? Allez, si vous allez me le dire. Parce qu'ils voient les masses démographiques africaines, cette jeunesse. Oh, Jocelyn, la vie, l'espérance, l'espoir, la rage de vivre, la rage de conquérir l'avenir. Ils n'ont plus ça en Europe maintenant. Ce sont des sociétés mortes. Le naïf pense que c'est la mort physique là. Non. On peut être heureux, on peut s'agiter,
Parce qu'il y a des mécanismes psychosomatiques qui font que tu vis comme un animal, mais tu es un mort. Ils sont morts, juste là. Pour terminer cet entretien de parole au panafricanisme, président Banakani, est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest, qui était la chasse gardée de la France et de l'Europe, est en train de les échapper? Il n'y aurait pas de Mali s'il n'y avait pas échappement. C'est pas possible. Pendant des années, on nous a vanté la CEDEAO comme l'espace la plus intégrée, la plus avancée. Oui. La libre circulation de biens, tout ça. Moi, je veux le dire, ce n'est pas faire preuve de manque de modestie, hein, de le rappeler. J'ai été le seul qui a passé le temps pendant des années à dire qu'il n'y a aucun progrès à la CEDEAO, que c'est l'intégration néocoloniale, que ce type d'intégration, c'est la mort. J'ai été insulté. Mais aujourd'hui, les faits, ils n'ont jamais été intégrés. Vous êtes intégré, comment vous pouvez être intégré? Vous voulez tuer un de vos membres. Est-ce que toi, cette partie de mon corps est intégré? C'est-à-dire qu'il y a une mutuelle dépendance entre les parties de mon corps. Vous croyez que c'est mon corps, c'est-à-dire que, est-ce que si je prends un marteau là, je tape sur ma main, je tape, je suis en train de faire le bien à mon cerveau, il va réagir immédiatement parce que la douleur va paralyser l'harmonie de mon système. Donc on ne peut pas dire qu'on est intégré et on traite comme ça un membre de la CEDEAO, on ne peut pas dire qu'on est intégré, on reçoit les ordres d'un petit gamin, c'est-à-dire qui représente tout ce qu'il y a d'abject dans l'homme. Il donne les ordres à Mondovision, il vous insulte à Mondovision, vous courez comme des chiens et des chats, pourtant vous avez le costume de président. Le président, vous dites que vous êtes intégré. Vous ne pouvez pas être intégré. Le terrorisme détruit. Les terroristes détruisent vos pays membres. Vos états-majors ne disent rien. Mais ils vont faire des réunions après à Abidjan pour dire que vraiment, il faut tout faire pour éviter le coup d'État. Notre rôle, ce n'est pas de faire le coup d'État. État-major, hein, il peut faire lutter contre des terroristes. Donc, ce n'est pas une région, ça. C'est n'importe quoi, mon cher Jocelyn. La vraie intégration de ces pays-là, c'est à venir. Lorsqu'ils seront libres, libérés de l'esclavage occidental, ils vont vraiment s'intégrer. Je voudrais ajouter quelque chose. Allez-y. Nous n'allons pas nous fatiguer de montrer la différence qu'il y a entre la Russie et les impérialistes. La Russie n'est pas un pays impérialiste. Le sens historique et scientifique du mot le démontre. Alors, on peut réunir n'importe quel expert qui va raconter des bêtises, mais ils ne peuvent pas faire un débat. D'une seconde avec nous sur la question. La Russie n'a colonisé aucun pays africain. Elle n'a pas néocolonisé un pays africain. La Russie est riche immensément en matières premières. Et nous découvrons à la faveur de la crise ukrainienne que l'Europe dépend de la Russie. Alors nous parlons, les Américains ont doublé l'importation de pétrole russe. Est-ce que les gens le savent? Alors nous parlons, doublé. Donc, mais c'est un pays extrêmement riche, mon cher gosse. Riche. Donc, de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce que la Russie a déjà signé des accords France-CFA avec un pays africain? Du tout. Est-ce que la Russie... Mais c'est pas possible. La Russie n'a pas eu le problème que l'industrialisation européenne a eu. Quand les Angleterres déclenchent la révolution, quand la révolution anglaise se déclenche, l'Europe a un problème sérieux qu'elle ne connaissait pas avant. Il faut les matières premières pour nourrir l'industrie. Ils n'en ont pas. Ils vont prendre ça où? C'est ça la colonisation, mon cher gosse. Vous voyez la dépendance, vous voyez la pauvreté, la dépendance, mais ce n'est pas le cas de la Russie. Si la Russie veut industrialiser, elle a les matières premières en abondance. Je dis bien en abondance, elle ne sait pas quoi faire. Ce n'est pas la même chose. Notre allié naturel, ce sont les Russes. Les Chinois, je fais comme ça, même si actuellement ils ne sont pas nos ennemis. Non. Maintenant c'est après la Russie, Chine. Parce que les Chinois ne nous disaient rien, ils ne parlent pas. Si quelqu'un ne parle pas, il ne faut pas parler à sa place. Mais quand vous lisez la diplomatie russe, ses propos, les discours de Poutine, de toute la diplomatie russe, allez sur les sites du ministère des Affaires étrangères, vous allez voir quel est le projet diplomatique de la Russie. Ce n'est pas caché. Bon, les Chinois ne parlent pas. Bon, nous, on considère qu'ils sont silencieux. Mais les Chinois sont nos alliés. Pourquoi? Un pays comme le Cameroun, chaque fois qu'on a voulu le tuer à l'ONU, là, c'est deux pays qui sont menés de secours. Droit de veto. C'est la Chine et la Russie. Moi, je ne suis pas fait comme ça, je ne vois pas ça. Donc, des convergences géopolitiques sont nettes et claires. Par contre, la France, l'Occident, vous allez tout dire. Ce que vous allez faire, ce sont nos ennemis. Vous allez faire n'importe comment pour vouloir blanchir ça. Ce sont nos ennemis. Notre avenir, ce n'est pas avec l'Occident. C'est en Asie. Désolé de le dire. Notre avenir, quand ça a fini en Afrique, c'est en Asie. Notre avenir est d'abord africain, mais en alliance avec l'Asie. Pour passer le Cap-ci,
Quand on passera ce cap sur le plan géopolitique, eh bien, l'Afrique va dérouler l'originalité de son message géopolitique au monde. Pour l'instant, il faut d'abord sortir de l'enfermement colonial, raciste et diabolique dans lequel l'Occident nous a mis.